something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour et bienvenue dans votre émission des arts de la scène. Une émission un petit peu particulière avec une tonalité, un peu différente des autres puisqu'il s'agit, il faut le dire, de la dernière de notre ami Pierre Estournel qui va convoler vers d'autres aventures professionnelles. Mais oui, mais vous savez que partir, c'est mourir un peu. Et c'est donc par lui, une fois n'est pas coutume, que je vais commencer mon tour de table. Donc vous l'avez entendu, bonjour Pierre. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour et au revoir alors, mon bon Pierre. Oui, mais ce n'est qu'un au revoir. Oui. Bah, à ses côtés en larmes, Mathieu Arnal, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous et à toutes. Vous avez un petit message quand même pour notre Pierre ? Bien évidemment, fidèle parmi les fidèles depuis ce jeudi 18 janvier 2018. Pierre, vous nous avez rejoint, rappelez-vous, c'était Laure Huneau, l'administratrice des compagnies fédérées et du Théâtre du Pont-Neuf, qui était venue en voisine évoquer le festival des compagnies fédérées. Donc pratiquement 2 ans d'amitié, de joie, de fou rire et de bons mots. Au total, 72 numéros. Avantageusement avantageux. Merci pour tout, Pierrot. Oui, mais c'était du bonheur, du plaisir partagé, surtout avec vous, Mathieu, parce que vous avez toujours été un petit peu mon Gérard Philippe à moi. Oh là là. Je le dis au lendemain du 60e anniversaire de sa disparition. Et c'est vrai. Et de la part justement de toute l'équipe, un petit hommage, je pense, en chanson s'impose. Oh là. Du vent encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. À vous. Voilà, Bénédicte. On a tous envie de pleurer. Bonjour également aujourd'hui à Francky Guéret qui enregistre la dernière avec Pierre. Et puis pour cette émission, nous avons l'invité idoine, puisqu'avec son Minetti de Thomas Bernhard, on est un peu dans cette idée de finitude, d'une page qui a du mal à se tourner. Et de tristitude. Et dans une certaine nostalgie. Bonjour et bienvenue à Jean-Pierre Boredon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marilyn. Faut que je dise aux auditeurs, sinon ils vont rien comprendre. Je suis née 50 ans jour pour jour après Marilyn Monroe. Voilà, d'où le surnom que me donne et Pierre Bruel et dorénavant Jean-Pierre Boredon. Voilà. Pierre Bruel qui est en régie. Voilà, on le salue également. Et qu'on salue. Très bien. Jean-Pierre, vous êtes déjà venu ici ? Oui, bien sûr. Vous connaissez vos droits ? Je ne m'en souviens plus, mais bon. Vous pouvez toujours y aller. Eh bien écoutez, vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview, Mathieu Arnal. Et tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous, Jean-Pierre. À vous, je vais Mathieu. faire attention. Bien. Il appelle son avocat. Non, je fais attention. Oui, maintenant que Dupond-Moretti est libre. Alors, 2 ans... Ça va être dur. 2 ans après la mise en scène de la pièce Le Faiseur de théâtre, donc Jean-Pierre Boredon, vous revenez avec Minetti, portrait de l'artiste en vieil homme, c'est le sous-titre de la pièce, que vous présentez au Théâtre du Pavé du 5 au 12 décembre. Donc il s'agit du 2e volet d'une trilogie consacrée au dramaturge autrichien Thomas Bernhard. Une nouvelle fois, cette œuvre évidemment s'inscrit dans le milieu du théâtre. On se souvient de Bruscon, le personnage principal du faiseur de théâtre, comme d'un homme de scène hystérique, tyrannique et amer. Et là, avec Minetti, il s'agit plutôt d'une réflexion sur le métier d'acteur, d'un retour sur une vie qui lui a été consacrée, sacrifiée même. Alors Jean-Pierre Boredon, c'est une sorte de testament que vous nous livrez sur scène ? Je veux pas dire ça, parce que de toute façon, j'aurais pu mourir à 12 ans. Donc je suis très heureux d'être encore là, donc je pense pas à mon testament. Mais nous non plus, d'ailleurs, il n'y a que Mathieu Arnal qui pense. Non, il a raison. Non, mais par rapport à la pièce, par rapport à Minetti, par rapport à cet homme... Oui, bien sûr, non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de référent un peu à mon histoire, puisque... Je traite de vieux acteurs, dans Bruscon aussi, un vieux metteur en scène, acteur, auteur, il écrit beaucoup de merde, mais il est très heureux d'être profondément dans son histoire artistique. Et puis pour Minetti, c'est la même chose. Minetti, il a soi-disant, on pense, plus de 60 ans de carrière, et il vient aussi auditionner encore pour pouvoir jouer, lire, dans un
nouveau théâtre qui va inaugurer. Donc voilà, donc c'est vrai. Et puis le troisième volet, je ne sais pas si j'aurai les moyens de le monter, parce que tout ça est aussi une histoire de moyens. Et le troisième volet, c'est la même chose. C'est un acteur et un homme de cirque. C'est 2 frères. Rappelez le et 2 titre. vieux. La force de l'habitude. Ah, Voilà. d'accord. Donc, c'est vrai, il y a des références autour de moi, parce que, effectivement, pourquoi j'aime ces personnages? D'abord parce que j'aime beaucoup Thomas Bernhard, et, c'est certainement un de mes auteurs préférés. Et ensuite, j'aime beaucoup son écriture, ce qui est très, très, très important. Et puis, j'aime beaucoup l'homme qui était un homme complètement fou, comme tout ce qu'il a écrit, quoi. C'est toujours en réaction, toujours à la pointe de réflexion. Acerbe, rentre dedans, on va dire. Très rentre dedans. Mais alors, à un point, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, à part nos grands auteurs, comme... ça y est, j'ai perdu le nom, mais ça me reviendra tout à l'heure. Mais Victor Hugo, tout ça, tous ces personnages, à l'époque, étaient des rentre dedans, quoi. Dans le XXe siècle, on n'a pas connu beaucoup, quoi. Et moi, je dis que Thomas Bernhard en fait partie. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit parallèle entre... parce que j'adore ces personnages, quoi, qui sont toujours boiteux et arrivent à la fin de leur histoire humaine sans véritable satisfaction de ce qu'ils ont fait, et en même temps être heureux d'avoir parcouru une histoire artistique dans leur vie, quoi. Boiteux parce que tiraillé, Jean-Pierre, boiteux parce que tiraillé, c'est ça ou... Ah bien sûr, Oui. tiraillé, il faut l'être tiraillé. Sinon, on n'est pas un artiste, quoi. Enfin, pour moi, hein, il me semble. Je veux dire, d'ailleurs, il le dit, Thomas Bernhard. Je voudrais lire juste un petit extrait, si j'ai le temps, de ce que dit Minetti par rapport à son métier d'acteur. Allez-y. Il dit « L'acteur est victime de son idée fixe d'une part, d'autre part totalement victime du public. Il attire le public et le repousse. En ce qui me concerne, j'ai toujours repoussé le public. Plus l'acteur est grand et plus haut s'élève l'art de l'acteur, plus la répulsion du public est violente. » C'est incroyable c'est-à-dire que plus... Un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, j'ai envie de dire. Complètement. Et donc, moi, ça me parle vraiment. Et voilà pourquoi je suis très, très proche de cet auteur-là. Et ça vous procure une joie immense. Je lis cette phrase extraite de votre dossier de presse, je la trouve très belle. Cela me procure une joie immense, pareille à celle que je ressentais petit dans le champ de mon grand-père, observant les vaches et le train sifflant avec au passage le signe de la main du mécanicien noir de charbon. Le roi Lear était de passage, transportant tout Shakespeare dans ses wagons. Exactement. Voilà. Exactement. Mais je ne savais pas qu'à l'époque j'étais petit, donc je ne connaissais pas Shakespeare. C'est après que j'ai repensé à ça. Voilà. On ne savait pas l'écrire surtout. Mais non, c'était compliqué. C'était très dur. Alors il est vrai que c'est difficile de raconter les pièces de Thomas Bernhard. Le dramaturge autrichien disait d'ailleurs qu'il était un démolisseur d'histoire, mais pour les auditrices et les auditeurs, Jean-Pierre, rappelez-nous un peu le synopsis de cette pièce, donc de ce Minetti. Alors ce Minetti, il est convoqué pour une audition dans un hôtel. Et il arrive dans cet hôtel est vide. C'est le soir du réveillon. Et on entend une vague musique techno en fond dans techno, oui. Ah bon, de l'époque de Thomas Bernhard. Ah oui, non, mais moi je l'ai pas retranscrit dans les années 80. Ah non, là c'est votre, d'accord, très bien. On est dans la mise en scène déjà, allez-y. Non, on n'est pas, un petit peu, un petit peu, allez-y. Mais voilà, il y a quelque chose. J'ai choisi un auteur, oui, pardon, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, vous savez, excusez-moi, monsieur. Et donc voilà, il arrive, il y a une vieille, alors j'allais dire un gros mot, non, une vieille âgée pas très reluisante. Ça va lui faire plaisir à Corinne Mariotto. Donc Corinne Mariotto, la comédienne qui joue la vieille âgée. Oui, voilà, enfin d'un certain âge, on va te dire, qui est bourré comme un coin. Et mon Minetti rentre là-dedans. Il n'y a rien. Ah si, il y a le portier qui regarde la télévision.
Parce qu'il n'y a personne. Alors, Vieux Portier, c'est moi qui le joue. Parce que je suis tranquille, je suis assis. Donc je il regarde la regarde télé. Patrick Sébastien en train de faire le compte à rebours. Non, quand même. Non. Ah non, il répétez jusque-là. regarde un reportage sur Ostende. Ben, je ne veux pas raconter là, toute l'histoire Non, de la mise non. en scène. On dirait du Et- Cossimon, là. Oui. C'est à Ostende. C'est à Ostende. Voilà. Et je la chanterai un jour. Mais Ah, et j'ai donc, hâte. et donc, Oui. donc ce monsieur-là rentre, se présente et commence à parler de lui, quoi. De toute façon, il est autocentré. Hein. C'est tous les personnages d'ailleurs, tous les acteurs, tous les artistes hein, sont égocentrés. Sinon, vous pouvez pas l'être, quoi. Hein. C'est vrai que c'est dur à vivre, hein, surtout pour l'entourage. Mais il parle de lui, il parle de son histoire d'homme de théâtre. Je suis encore un peu trop loin du micro, le technicien me fait un signe. Monsieur le technicien, pardonnez-moi. Et il parle de son histoire d'homme de théâtre. Et il est... Alors surtout, ce qu'il déteste, c'est le classicisme. Ah. Allez, ça lui sort par le nez. Par le nez. Et ça le met dans des états pas possibles. Voilà, et puis, au fur et à mesure que la pièce avance, la vieille dame, la dame d'un certain âge s'en va, le portier aussi, et il se retrouve avec une petite punk, qui n'est plus petite, mais qui est punk, qui écoute aussi de la techno à fond la caisse, et il essaie de créer un lien avec elle, parce que bon, et puis il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que la gamine, elle s'en fout complètement de ce qu'il lui raconte. Hein, c'est comme si moi je racontais mes histoires de théâtre à des jeunes gens de 15 à 20 ans, ils s'en foutent complètement. Et ils ont raison en plus. Hein. Et voilà, et donc jusqu'au moment, alors je vous dis pas la fin, parce que non, la là fin c'est est plus tellement qu'un belle. synopsis, là, Jean-Pierre. Oui, donc voilà, en gros, c'est un homme seul, dans un hall d'un hôtel pas très reluisant, qui se raconte, qui tourne autour de lui, quoi. Voilà. Sur ce qu'est le théâtre, ce que doit être un acteur, voilà, ce que doit être un acteur et ce que doit être le théâtre pour lui, évidemment. Donc il y a plein de choses qui me parlent, moi, quand il dit ces choses-là. Alors, Jean-Pierre, ce Minetti a été joué à plusieurs reprises, hein, et notamment par Michel Piccoli en 2009 au TNT. Je vous en parle parce que je sais que vous l'avez vu. Oui. Je l'ai vu également, Mathieu. Moi aussi. Arnal aussi, je crois. Tout à Alors, fait. c'est un Piccoli assez synchrone avec ce portrait de l'artiste en vieil homme, hein, Ouais. qui est Minetti. Mais vous nous aviez confié, je ne sais pas si je peux le dire, mais tant pis, j'ose, que vous n'aviez pas particulièrement apprécié le parti pris là, de Michel Piccoli. Pas de Michel Piccoli, du metteur en scène. Et Wenzel. je ne me souvenais plus. Voilà, merci. Alors vous, comment avez-vous envisagé ce Minetti ? Quel caractère lui avez-vous donné ? Avec Éric Sanjou, d'ailleurs, je crois, hein, qui vous a secondé à la scénographie. Oui. Voilà. Il ne m'a pas secondé, Il est scénographe. Il est le scénographe. Il m'a proposé il est scénographe. Et il m'a proposé une scénographie qui correspond à ce que j'attendais, même au-delà d'ailleurs. Donc, je ne vais pas faire de parallèle, parce que de toute façon, on utilise un grand acteur comme Piccoli, hein, que moi... je vénère. Attention. Non. À pas dire ce que n'est pas le cas de Philippe Bussière, qui joue votre Minetti à vous, du coup. On l'a pas cité encore. Oui, c'est Philippe Bussière, oui, il faut le citer, mais qui joue Minetti. Plutôt. Mais bien sûr, très important. Mais je ne peux pas faire de parallèle, parce que d'abord, Philippe était un peu plus jeune que Piccoli à l'époque. C'est vrai. Et ensuite, c'est pas le même type d'acteur. Non. Et puis, par rapport à ce que je lui demande, moi, je lui demande d'avoir une vitalité, parce que qui est liée à ses propos. Vous ressentez ça dans le texte de Thomas Bernard, vous ? Ah oui, Une vitalité, alors qu'effectivement, le Minetti de Piccoli était complètement vraiment éteint. en bout de course. En bout de course. En finitude. Ben oui, mais lui, mais... le nôtre, il est en bout de course. Donc on verra à la fin qu'il est vraiment en bout de course. Mais il vit encore. On vient pas à plus de 60 ballets passer une audition pour jouer lire, en sachant ce que c'est comme parcours. C'est pas possible. C'est impossible. Si vous n'êtes pas
imprégné physiquement par le rôle, c'est-à-dire il faut le balancer. Vous pouvez pas faire ça assis sur une chaise, quoi. Donc c'était un petit peu le Minetti de Wenzel, c'était un peu ça. Et puis il a utilisé Piccoli dans ce qu'il sait faire, parce qu'au bout à 80 ballets, on ne demande pas à un acteur de sauter à la corde. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc est-ce pour ces raisons que vous ne l'avez pas joué justement Minetti, que vous l'avez confié à Philippe Bussière? Parce qu'on s'attendait un peu à... Oui, à ce bien que ça sûr. soit Moi, parce que j'avais très très envie de le jouer. Bah oui. Ça fait longtemps que parce que j'ai plus très envie de jouer la plupart du temps. Mais là, j'avais très envie de le jouer, parce que rien qu'à la lecture, je l'avais en bouche, quoi. Et puis vous avez commencé par nous dire dès le début qu'il y avait un parallèle un petit peu aussi entre votre histoire et celle de Minetti. Donc il était logique que vous alliez au bout, mais c'est pas. Je me suis rendu compte que c'était pas possible, parce que ce que je voulais, ce que je fais faire à Philippe, physiquement, il y a un décalage. Il y a un décalage, oui, bien sûr. Et puis j'ai des problèmes respiratoires. Donc au bout de 5 phrases, parce que c'est une écriture très particulière, et il faut y faire très attention. Et je m'étouffais. Je peux m'étouffer une fois, 2 fois, et puis après, j'ai peur que le public appelle le SAMU pour m'emmener à l'hosto. Donc voilà, c'était pas bien. J'étais malheureux, mais c'était pas bien. Donc à partir de là, j'ai fait des auditions d'acteurs que je connais, et puis je me suis arrêté à Philippe pour plein de raisons. D'abord parce que je le connais bien, que je l'aime comme acteur. Et puis aussi, ça arrive aussi un petit peu... Il a joué mon premier spectacle sous le nom de la compagnie, parce que j'en avais fait avant. Mais la compagnie s'appelait Borodon Carnet de Chèques. Et là, elle s'appelait... Et là, ça s'appelle Carte Bancaire. Carte Bancaire, maintenant. Et donc, Philippe a joué le seul classique que j'ai monté dans ma carrière, qui était Don Juan. Et il a joué Mons Ganarelle, et il était parfait. Et donc, peut-être que c'est un de mes derniers spectacles, la boucle sera bouclée, quoi, voilà. Et puis, oui, en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Très bien. On va continuer avec le reste de la distribution. Oui. Il y a du beau linge, comme vous dites souvent. Il y a du beau linge. Qui est une phrase, donc, fétiche de Jean-Pierre Boredon. Il nous le dit fréquemment, notamment quand il nous rencontre. Oui, tout de suite, je le dis. Et puis maintenant, je vais dire, Marilyn, il y a du beau linge aujourd'hui. Alors, outre Philippe Bussière, on retrouve, vous nous avez dit, la très jeune et très belle Corinne Mariotto, que vous utilisez dans un rôle de femme âgée, on comprend pas, mais... Mais attends, elle m'a poursuivi, elle me poursuit depuis des années, elle me dit, Jean-Pierre, on n'a jamais travaillé ensemble. Parce que si elle a travaillé une fois dans Don Juan, dans la reprise de Don Juan, je lui ai donné le beau rôle impossible à jouer, qui est Elvire. C'est un rôle tellement bâtard que... Mais elle peut tout jouer. Mais enfin, bon, elle était pas mal, je reconnais. Et depuis, on est amis, et j'avais jamais l'occasion de la distribuer dans les spectacles que je montais. Et tout le temps, on disait, mais Jean-Pierre, quand même, tu vas arriver à un moment où tu vas t'arrêter, et j'aurais pas travaillé avec toi. Et puis je dis, mais là, j'ai rien, encore une fois, pour toi, ou jouer là pendant... parce qu'elle est sur 2 scènes, mais elle a 3 minutes de texte. et donc j'ai dit, tu veux jouer 3 minutes C'est celui-là que vous auriez dû jouer, rôle. Et moi, je peux pas jouer... Même pas 3 minutes c'est-à-dire que j'aurais pu faire ça en travelot, mais ça aurait pas... Je crois qu'on passe à côté de... Après Sébastien, c'est fou, Bourdon, c'est fou. C'est vrai. Alors on va quand même parler, donc on a parlé de Corinne, des 2 autres comédiennes. Oui, alors je vais commencer quand même par Cathy Brisset, que vous connaissez bien, je crois. Cathy Brisset, ah là là là. Alors j'espère qu'elle ne va pas entendre tout ce que je dis, mais je vais le dire. Alors d'abord... La femme de votre vie. Déjà. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que même si je suis égocentré, comme me le dit souvent, il n'y a qu'elle et mes enfants qui comptent. Le théâtre est toujours devenu en 2e position. C'est très beau ce que vous dites. Et donc, voilà, il y a Cathy, à qui j'ai proposé un rôle aussi pas très évident, parce qu'elle joue une gamine de 18 ans,
Mais comme elle fait déjà beaucoup plus jeune que son âge, et comme on l'a maquillée comme une voiture volée, Mais c'est elle, la punk? la petite punk, c'est elle. Oui. Oui, Très bien. Effectivement. C'est Vous la- n'avez pas mis voilà. de crête sur la tête, j'espère. Non, pas de crête. J'ai pas été jusque-là. Elle a une jolie perruque bleue. Vous vous Et- arrangez comme vous voulez, Jean-Pierre. Oui, Vous je vieillissez, vous rajeunissez Minetti, Oui. vous vieillissez, enfin, vous Oui. rajeunissez, enfin, vous faites ce que vous Oui. voulez en somme. Ah ben, bien sûr, c'est ce que j'ai Bien toujours fait d'accord. d'ailleurs. Quelquefois, on me l'a reproché, les instances, vous savez, ceux qui sont bien placés. Mais je m'en fous. Ouais. J'ai toujours fait ce que je voulais. Et ça, pour moi, c'était très, très important. Très important. D'ailleurs, je signale aujourd'hui à nos aux auditeurs qu'on vient de virer la directrice de Tarbes et que j'en suis très content. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, je Ah voulais- bon? je voulais passer. Bah, en plus, vous nous apprenez. Ah, mais j'ai un scoop, moi j'ai des C'est un scoops. Si vous scoop, c'est un vous en scoop. voulez un autre? Ah ben, je sais pas, vous me faites peur. Ça, là. ça dépend de la teneur du scoop. Non, voilà. Alors je répète, elle a été virée, je suis très heureux. Bon. Et je pense que dans le métier, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont très heureux ce matin. Bon. Alors, bonne Bien. bourre et à bientôt. Bien, revenons à nos moutons. Voilà. Oui, c'est vrai, je ferme la Et à phrase, nos vaches. excusez-moi. Oui, à nos vaches, long nos de- cochons, ouais, c'est ça. Voilà. Il y a également. Il y a également le jeune Guillaume Langou qui fait donc le Alors, Guillaume Langou, il fait plein de choses. Donc, je vous laisse... je peux pas le Ah, il fait dire. plusieurs rôles dans la Il pièce. fait, D'accord. il fait des apparitions, il fait un couteau suisse, petit donc. rôle, il fait plein de choses. Il arrive en cheval, pas à cheval, en cheval. D'accord. C'est-à-dire avec une tête Ça, de vous cheval. aimez bien aussi. Il n'y avait pas un cheval dans votre Don Juan? Non. Si, vivant. Ah, celui-là était vivant. Hein. Ah, donc là, il y a. À chaque fois, j'entrais en Là, il scène. sera mort, d'accord. Je me disais, est-ce que je vais pas me planter? Ce n'est pas un cheval de Troie avec un héros Non. dissimulé. Non. Là, il a juste une tête de cheval. C'est très beau quand il Bon, arrive cher comme ça. Jean-Pierre, de toute façon, Oui. hein, on est obligé maintenant d'aller vous voir. Hein. Ouais, bah ça, on peut pas Hein faire autrement. Voilà. Au Théâtre du Pavé à 20h30 du 5 au 12 décembre. Exactement. Voilà. Et maintenant, Et ça va. dimanche, et même dimanche, juste après la messe, si quelqu'un a envie de venir, peut venir aussi. D'accord, parfait. Allez, Merci, maintenant, merci Jean-Pierre, voilà. on va passer au coup de cœur de Pierre. Et oui, son dernier coup de cœur consacré cette semaine au Scorpion dans la maison à la CAFPO, tout un programme. Hein, pour votre Alors, dernière. effectivement, et on en parlait avant d'enregistrer cette émission, cher Jean-Pierre, je crois que vous avez une affection particulière pour Roland Giguois, moi aussi maintenant, le Scorpion dans la main, c'est un spectacle seul en scène, c'est aussi une histoire de famille, hein. C'est un vrai récit de vie dont Roland Giguois est l'auteur et qui nous confie, qu'il interprète. Et ce récit, en fait, il en tourne les pages l'une après l'autre pour nous. La trame de ce récit, elle résonne comme un examen, c'est la confession en fait d'une relation violente entre d'une part ce père, et d'autre part la famille en général, et puis lui en particulier. On est au début du spectacle, on écoute justement la lecture de la nécrologie élogieuse que le journal local a publiée à propos du père de Roland Giguois, hein, puisqu'il était journaliste dans ce journal, et ça fait réagir Roland Giguois, parce que en fait, si la nécrologie du personnage est élogieuse, toute médaille a son revers, et le docteur Jekyll, là, son Mr. Hyde. Dans les années 60, mon père rentrait souvent tard, souvent sous. C'était la nuit, ma sœur et moi étions réveillés par les cris de ma mère, les hurlements de mon père, le fracas des objets jetés contre le mur. Je me souviens de la puissance de la vague, de nous paralysés, saisis par ce tsunami. C'était dans la cuisine, chambre à coucher des parents. Tous les soirs, ma mère poussait la table pour déplier le lit. Au milieu de cette chambre du soir, toute la vaisselle de la cuisine du jour. De quoi casser à tire-larigot. Je pensais au couteau. Qu'ils ne prennent pas un couteau. À partir d'une certaine heure, ma mère savait qu'il ne rentrerait pas à jeun. Nous nous préparions une nouvelle attaque en rond avec lit au milieu, façon les cow-boys et les Indiens. Endormez-vous les enfants, ça va aller. Nous savions que non. Nous finissions par nous endormir pour être réveillés quelques heures plus tard avec tambour, haine et clairon. Ma mère tenait tête à cet homme bourré. Lutter pour gagner la partie, mais quelle partie? Ses invectives, ses reproches alimentaient la bête jusqu'au fracas des objets. Mon père ne tenait qu'à un fil de rupture. Dans ma tête d'enfant, le meurtre grossissait. J'en étais sûr. Il finirait par la tuer.
Je ne vous ai évidemment pas tout révélé de ce spectacle. Comment parler de soi, de son enfance brisée, tout en évitant l'excès et le pathos, en conservant une certaine pudeur, hein. C'était tout de même une tâche qui n'était pas aisée, c'est ce que m'a confié Roland Gigois, mais enfin il s'en sort plutôt magnifiquement. C'est sûr qu'elle n'est pas aisée, mais je pense que c'est comme toute démarche d'ailleurs, mais celle-là évidemment, comme je travaille à partir de l'intime aussi, il fallait mettre à distance cette histoire. Et bon, en fait, j'ai 60 ans passés, donc en fait, l'histoire, je l'avais mise à distance avant d'y travailler dessus. Par contre, bon, il a fallu que certainement j'attende la mort de mon père pour que ça soit évident. C'est vrai que j'en avais l'idée depuis longtemps, mais elle restait un peu suspendue, on va dire. Après la mort de mon père, c'est quasiment... ça a quasiment été une évidence que je pouvais travailler. J'avais accumulé beaucoup de matériaux sur le sujet. Je me suis replongé sur des vieux textes que j'avais écrits en fait tout au long de ma vie. Et en même temps, après la mort de mon père, c'est tellement devenu évident que je me suis mis aussi à écrire. Et avec tout ce matériau-là, avec Michel Gary, ma compagne, qui m'a aidé à l'organiser, parce qu'en fait j'avais bien sûr beaucoup trop de matériaux. Et donc il fallait voir comment on pouvait parler de ce sujet, et sans rentrer ni dans le pathos, et sans prendre les gens en otage par rapport à... Voilà, donc trouver une écriture qui pouvait parler de tout ça. Voilà, Roland Gigois, un peu funambule hein, sur le fil du rasoir. Le Scorpion à la maison, c'est un spectacle tout récent. Hein, c'est pratiquement les premières éditions, presque tout neuf, qui traitent avec pudeur de l'enfance maltraitée grâce à Roland Gigois, dont le public a salué à la fois le jeu sobre et le texte. Hein. Roland Gigois qui s'est témoigné de cette douleur et de cette violence, mais sans jamais en dire trop. C'est donc à la Cave Pau, vous l'avez dit, c'est jusqu'à samedi à 21h. Et peut-être, vous souvenez-vous, ça sera mon dernier mot, du précédent spectacle de Roland Gigois, Matériaux 14, Roland Gigois qui partait sur les traces de son grand-père, qu'il a très bien connu d'ailleurs et qui a fait une grande partie de la guerre de 14. Très bien, merci. C'était une belle dernière, cher Pierre. Pour un spectacle qui ne l'est pas moins magnifique. Bon, et j'ai encore quelques secondes pour dire que vous allez beaucoup nous manquer. Voilà, en tout cas, vous allez me manquer à moi. Oui, à toute l'équipe. Alors, buvons encore. Une dernière fois. Un gros bisou à Anna qui n'est pas avec nous. Pour la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je t'en aille. Évidemment, on associe Anna Van Rijn, voilà. qu'on embrasse. À bientôt, on va trinquer. Ciao. Salut. Ciao.